ceux qui sont venus assister à cette conférence. Alors je demanderai à ceux qui sont branchés sur Zoom, quand ils ne parlent pas, de couper leur micro pour éviter les interférences. Alors, nous sommes réunis ce soir pour présenter le dernier numéro de l'année du Maghreb, dont le dossier de recherche central, intitulé « Violence du passé et politique au présent », s'intéresse aux politiques de gestion des passés violents dans plusieurs États du Maghreb et du Moyen-Orient. Alors j'ai un exemplaire avec moi, je vais le faire circuler. Hein, c'est ce, alors je ne sais pas si ça paraît bien. Voilà, c'est ce numéro. Alors pourquoi je présente ce numéro? J'en ai été le coordinateur éditorial, donc, mais c'est surtout Frédéric Vérel, évidemment, et Selima Tebeili qui ont participé à ce numéro, qui en parleront. Alors, je fais circuler l'ouvrage. Alors, donc, cet ouvrage a été coordonné par Frédéric Vérel, qui parle du Canada, donc qui est professeur titulaire de sciences politiques à l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Alors Frédéric a travaillé sur les mouvements sociaux au Maroc, sur l'organisation des élections au Maroc et en Égypte. Ses recherches portent plus particulièrement sur le fonctionnement de l'instance équité et réconciliation au Maroc, et sur la mise en œuvre du programme de réparation communautaire, c'est-à-dire un programme de développement mis en place justement dans le cadre de la justice transitionnelle au Maroc, en direction des régions touchées par la répression au Maroc pendant les années de plomb, les années de 1960 à 1990. Il a également publié en 2014 une thèse sous le titre « Politique et mouvements sociaux au Maroc, la révolution désamorcée », qui est paru aux presses de Sciences Po à Paris. Alors, Frédéric Vérel devra nous quitter vers 18 h. Donc, il va faire une intervention d'une vingtaine de minutes, suivie d'un échange avec la salle, qui lui aussi devrait durer une vingtaine de minutes. Donc, il va nous faire une présentation générale de ce numéro, de sa problématique et de la façon dont il l'a conçu. Ensuite, notre seconde intervenante est Selima Tebeili, qui est sociologue. Elle est également diplômée en études de genre et en sciences politiques. Alors, elle a récemment soutenu en 2021 une très belle thèse à l'EHESL, j'ai eu l'honneur d'être membre du jury, qui portait sur le genre de la justice transitionnelle, les effets d'un label international sur les femmes victimes en Tunisie, 2011-2018. Elle a, après sa thèse, rejoint l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne en tant que chercheuse pour un projet portant sur, je cite, la conscience légale des femmes portant le voile en France et en Suisse. Donc elle a un terrain plus européen, mais elle travaille également toujours sur l'Afrique, puisqu'elle mène un projet de recherche portant sur le processus de justice transitionnelle en République démocratique du Congo, actuellement. Alors, donc, la séance va être organisée de la manière suivante. Donc, Frédéric Vérel va prendre la parole, et 20 minutes à peu près, plus 20 minutes d'échange de questions et de réponses. Selima Tebeili prend la suite. Elle présentera l'article qu'elle a rédigé pour ce numéro et qui est tiré d'ailleurs de sa thèse et intitulé « Repenser le rôle des victimes dans la justice transitionnelle en Tunisie ». Le cas de la journée de la loyauté. Je vous remercie encore d'être présent et je laisse la parole à Frédéric Vérel. Frédéric, merci pour ton intervention et ta présence. Bonsoir, merci à toutes et à tous. Et pour commencer, je remercie l'IRFC et sa directrice, Katia Boisserin, qui a eu un petit peu de rencontre et donc merci pour cet accueil en tant qu'éditeur de cette livraison et je suis très honoré de pouvoir présenter le dossier à l'un de ces publics privilégiés. C'est important que ça ne reste pas seulement en vase clos. Comme l'a un peu dit Eric Goff,
Le numéro, c'est le résultat d'un travail collectif qui avait d'abord été lancé par Eric et qui a en fait mobilisé le comité de rédaction de la revue de l'année du Maghreb pendant plus d'1 an et demi. Le point de départ, si vous voulez, les interrogations qui organisent ce dossier renvoient à un projet assez simple. En fait, c'est poser des questions de sciences sociales sur et autour des usages de la justice transitionnelle et donc comment est-ce qu'elle peut ou pas, comment est-ce qu'elle prétend traiter les passés violents. Donc quand je dis des questions de sens social, ça peut être comment est-ce qu'on répartit des ressources publiques qui sont souvent rares, notamment par des indemnisations, comment est-ce qu'on met en cause des responsables ou des exécutants de violations graves des droits humains, comme on dit dans le langage du droit international. Comment est-ce qu'on interpelle des gouvernants dans leur tentative de clore les controverses sur le passé. Comment est-ce qu'on utilise le droit pour clore justement les controverses sur le passé violent. Comment est-ce que des collectifs se constituent, notamment des collectifs de victimes, et comment est-ce qu'ils agissent dans l'espace. C'est-à-dire, donc, comment est-ce qu'on peut poser, est-ce qu'on peut faire des sciences sociales avec un objet qui intéresse beaucoup de monde et qui est en fait surtout le produit d'une expertise internationale. Alors on a réussi à réunir une ou des contributions sur la Mauritanie, sur le Maroc, sur l'Algérie, sur la Tunisie et sur le Liban. Alors en matière de justice transitionnelle, beaucoup de commentateurs, commentatrices plus ou moins autorisés, ça peut être des membres aussi. Ça peut être aussi des membres du grand public intéressés qui savent ce qu'est la justice transitionnelle, ce qu'elle devrait être, qui nous indiquent la meilleure façon ou la meilleure manière, la manière la plus indiquée de l'utiliser d'ailleurs ou pas. Et toutes et tous connaissent la justice transitionnelle à partir de son institution phare, la Commission Vérité et Réconciliation. Et puis il existe également tout un milieu international d'experts, d'expertes qui dit ce qu'est la justice transitionnelle, qui réfléchit aux meilleures pratiques en la matière, les pratiques qui devraient l'organiser, qui devraient la constituer, qui permettraient de l'améliorer, une perspective de benchmarking, best practices, et donc d'améliorer l'efficacité. Et ces experts font profession de répandre la justice transitionnelle sur des terrains de plus en plus divers, et ce qui m'amène dans l'introduction à discuter brièvement ce que peuvent être les passés violents, et j'utilise à dessein les guillemets. Alors dans le dossier, les auteurs, et c'était aussi l'objet de l'appel à contribution qu'on avait préparé avec Eric Gob, c'était de se décaler par rapport au fait que beaucoup de gens, que la justice transitionnelle signifie beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Donc, se décaler un peu de cette entreprise de définition pour faire des sciences sociales. Donc, il n'y a pas de tentative de définir, de mieux définir, de redéfinir la justice transitionnelle, ou, parler comme un philosophe très connu, il n'y a pas de tentative de faire correspondre un substantif à une substance dans ce numéro. C'est un mot de Wittgenstein. Et puis aussi, il n'y a pas de volonté, c'est-à-dire c'est pas un panel d'experts qui se réunit, c'est des social scientists. Il n'y a pas de volonté d'améliorer, de discuter l'efficacité de ce que serait la justice transitionnelle. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de tentative de lui assigner une visée. Est-ce qu'il s'agirait de réconcilier? Est-ce qu'il s'agirait de pacifier? Est-ce qu'il s'agirait d'établir la vérité, de rendre justice aux victimes, de les rétablir dans leurs droits, de lutter contre l'impunité des tâchionnaires? Et en pratique, de façon plus ou moins malheureuse d'ailleurs, on se rend compte que ces objectifs et ces buts, dès qu'on plonge dans ses mains dans le cambouis des luttes politiques, ces objectifs peuvent apparaître parfois contradictoires. Donc, ni définition, ni tentative de dire ce que devrait être, ce que devrait faire la justice transitionnelle, ou comment est-ce qu'elle pourrait mieux le faire. Ce qui veut dire qu'on a centré le regard sur les luttes politiques que suscitent les politiques de traitement du passé violent. Donc il y a comme ça un décalage. Comment est-ce qu'on peut faire des sciences sociales sur un objet qui est aussi politiquement, émotivement, sémantiquement chargé que le passé violent, ou
cette manière qu'on nous dit être la plus indiquée de le traiter, la justice. On centre le regard sur les luttes politiques que suscitent les politiques de traitement du passé violent et dans lesquelles sont pris justement toute une série de praticiens locaux ou internationaux. Ça peut être aussi des experts récemment convertis, notamment il y a toute une partie de juristes, de professeurs de droit qui sont passés de l'académie à l'expertise, au monde des ONG pour faire de la justice transitionnelle. De ce point de vue-là, la Tunisie n'est pas du tout un cas particulier ou un cas exceptionnel. Ça peut être aussi les publics ou les groupes, et ce sont souvent des groupes de victimes que la justice transitionnelle entend organiser ou qu'elle contribue à faire advenir. Et puis aussi, on regarde l'activité des gouvernants, et dans la région, ce sont plutôt des gouvernants autoritaires, et la façon dont ils essayent d'encadrer, de limiter, de dire ce qu'a été le passé, et en fait, comment est-ce qu'ils utilisent le droit pour énoncer, en fait, dans des termes à peu près présentables et acceptables, ou en tout cas, qui jugent présentables et acceptables, les conditions ou la façon dont ils ont obtenu leur victoire et leur maintien au pouvoir. Ce qui fait qu'on interroge finalement trois ordres de processus dans le dossier, à partir encore une fois de ces différents cas. Les politiques d'indemnisation, et là de façon peut-être un peu pas très conventionnelle, on met en regard le Maroc et l'Algérie pour se rendre compte qu'en fait dans les deux pays, il y a eu des formes Argentine, on pourrait dire, de punto final, qui ont été utilisées. C'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise le droit pour finalement dire pour circuler, il n'y a rien à voir. Ou en tout cas, il n'y a rien à dire. Et le fait de dire ce qu'a été ce passé violent peut exposer à des poursuites pénales. Donc comment est-ce qu'on utilise le droit pour clore des controverses sur le passé violent? Et quand je dis que l'activité des gouvernants est importante, c'est souvent que même si les praticiens ou les promoteurs de la justice transitionnelle ne le reconnaissent pas toujours, ont du mal à le reconnaître, alors souvent en fait c'est la mesure de l'amnistie qui se retrouve en fait d'un pays à l'autre, d'un terrain à l'autre, d'un moment d'une solution de justice transitionnelle à une autre. Amnistie encadrée par le droit. Une deuxième série d'interrogations concerne finalement la façon dont, bien qu'elles soient réduites au silence, les victimes réussissent à faire entendre leur voix. Et comment est-ce qu'elles font entendre leur voix dans l'espace public? C'est-à-dire en dépit de toutes les contraintes qui s'opposent à l'activité de critique publique, à l'énonciation du dissensus en public sur ce passé qui ne passe pas. Comment est-ce que des collectifs se constituent, notamment en Algérie, en Mauritanie, j'aurais pu prendre l'exemple du Maroc, et comment est-ce que ces collectifs, finalement, se confrontent à ces dispositifs juridiques de clôture des controverses sur le passé violent, et donc comment est-ce qu'ils disent, comment est-ce qu'ils font entendre leur voix, et comment est-ce qu'ils disent aussi leur douleur en public. Et puis, dans un troisième ordre de questionnement, avec des contributions sur la Tunisie, sur le Maroc et sur le Liban, les auteurs du collectif, notamment Selima, se posent la question en fait de ce qu'on fait avec la justice transitionnelle en politique, c'est-à-dire les usages, les traductions, les détournements dans les luttes politiques de la justice transitionnelle. Et c'est l'une des contributions de Selima de montrer qu'on a affaire à un dispositif qui est une prescription internationale et donc qui est paré de tous les atours de l'objectivité, de la neutralité. Et elle montre remarquablement, notamment dans sa contribution, comment est-ce que, en fait, il y a des détournements, des usages politiques, des traductions. Comment est-ce qu'on dit justice transitionnelle au Maroc, en Tunisie, en Algérie, etc. Qui font qu'en fait, cette expertise, qui est présentée comme dans la meilleure manière de traiter le passé violent, devient matière et objet à faire de la politique. C'est-à-dire qu'au moment où finalement, ces prescriptions internationales neutres, objectives, dépolitisées, se politisent ou offrent matière à politisation. Et c'est par là que j'en terminerai. Et donc, encore une fois, je remercie et les organisateurs et organisatrices de cette rencontre et toute l'équipe de l'année du Maghreb qui a soutenu le projet pendant 1 an et demi et qui a permis d'arriver à ce
cet objet. Et puis l'équipe des contributeurs et contributrices avec qui j'ai eu le plaisir de commencer à travailler. Voilà, merci beaucoup. Merci Frédéric pour ton intervention. Donc on va passer peut-être à 20 minutes de questions. Hein, et donc bien sûr, je suis prêt à répondre dans la mesure de mes possibilités. Alors, vos questions, commentaires, critiques qui sont tous également bienvenus. Alors, je vais peut-être juste rebondir et puis après passer le... Alors, ce qui m'a intéressé dans ton intervention, en fait, c'est ce qui renvoie un peu à l'actualité tunisienne. Le président de la République a récemment pris Kais Saïed a récemment pris un décret-loi justement qui s'appelle politique de réconciliation. Et dans ce décret-loi, évidemment, on se retrouve dans une logique d'amnistie et ça renvoie un peu, je dirais, d'une certaine façon, un peu aux problématiques de programmes communautaires, mais cette fois-ci vu à travers l'amnistie. Il s'agirait donc de faire payer les hommes d'affaires corrompus, hein, notamment ceux de la période Ben Ali et puis ceux d'après 2011, pour financer le développement local. Donc, je vois, tes propos sont tout à fait d'actualité en Tunisie. Donc, une sorte d'échange, une amnistie contre de l'argent pour un financement du développement local dans des régions qui sont marginalisées. Ensuite, ce que tu as dit sur la politique sur la politisation du processus de justice transitionnelle, alors je pense plus particulièrement ici à certains collectifs et notamment à Manish Msamah, je veux dire à la campagne Manish Msamah, mais je dirais qu'il y a un hiatus, c'est-à-dire qu'on peut se mobiliser autour de la politique transitionnelle en fonction, je dirais, de ses intérêts du moment et de ses problématiques du moment. C'est-à-dire que là, on a affaire à des collectifs de jeunes, on va dire rapidement plutôt positionnés à gauche, qui se sont emparés d'une toute petite partie de la problématique de la justice transitionnelle qui concerne plus particulièrement les martyrs, la problématique des martyrs et des blessés de la Révolution. Donc on a, je dirais, une vision un peu, selon je veux dire, son point de vue politique, on développe des positions qui ne concernent pas les mêmes thématiques, qui ne concernent pas les mêmes problématiques au sein de la justice transitionnelle. Donc, contrairement à d'autres organisations qui sont plutôt, et peut-être que Selima va nous en parler, portées sur la défense d'autres catégories de victimes. Donc ça pose la question aussi de comment sont catégorisées les victimes et comment elles-mêmes se construisent en tant que collectif de victimes. Voilà, donc je m'arrêterai là, juste c'était pour rebondir. Donc voilà, s'il y a des questions, des réactions par rapport à ce qu'a dit Frédéric Vérel, voilà, je laisse la parole à la salle. Autrement, Frédéric, tu peux peut-être déjà réagir par rapport à ce que j'ai... Ah. Oui. Bonjour, on ne peut pas me voir. Il y a un micro. Je suis Raffaele Cattedra, un ancien de l'IRMC. Voilà. Et j'ai une question un peu plus concrète. Merci pour ton intervention. Si tu pouvais nous faire des exemples à partir de la deuxième entrée sur les victimes qui font écouter leur voix dans l'espace public. Alors, si tu pouvais nous donner des exemples qui sont traités dans le volume, et aussi s'il y a, dans un regard un peu comparatif, on peut faire des différences entre ce qui advient au Liban, ou ce qui est arrivé en Algérie, au Maroc, etc., où il y a des différences entre les manières d'être en public, de revendiquer, et aussi éventuellement du succès, ou bien des manières où ces mouvements sont arrêtés, stoppés, censurés, etc. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On fait peut-être un jeu de questions-réponses. Vas-y Frédéric, on va faire... Alors, dans le dossier, en fait, il y a deux textes qui sont
plus directement consacré à la façon dont les victimes se coltinent en fait ces dispositifs de clôture des controverses sur le passé. Et en fait, c'est des lois d'amnistie, qu'elles soient explicites ou qu'elles soient plus dissimulées. Mais on a un texte sur l'Algérie, on a un texte sur la Mauritanie, et d'abord le paysage on a des paysages qui sont assez divers. Aussi bien dans l'un et l'autre pays, il y a plusieurs collectifs en fait, qui essaient de représenter les victimes ou qui en sont issus, qui ont des positionnements, qui peuvent avoir des positionnements variés par rapport à la bonne façon de traiter le passé, c'est-à-dire ceux qui veulent qu'il soit dit et ceux qui veulent qu'il soit fait pour traiter le passé. Alors, est-ce que c'est simplement une commission de vérité? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit juste de finalement de faire l'histoire, des violations graves, et encore, là ça ouvre toute une série de débats qui sont à la fois qui concernent les historiens et les historiennes et les débats politiques. Donc, ou est-ce qu'il s'agit d'obtenir des réparations, mais pour qui et pourquoi? Ou est-ce qu'il s'agit d'obtenir le jugement de tortionnaires, de responsables, d'organisateurs, d'exécutants des violations? Et donc ça peut aller simplement de lire la page avant de la tourner, comme ça peut être dit très souvent au Maroc, à des mises en cause beaucoup plus directes d'exécutants ou y compris de gouvernants comme en Bretagne. Ce qui veut dire aussi que pour les autorités, la mise en cause du passé est plus ou moins sensible, puisque en Mauritanie, par exemple, ça interroge directement les organisateurs du coup d'État. En Algérie, ça renvoie à mettre en cause la place de l'armée dans le système et dans le jeu politique. La relative facilité de l'examen du passé, avec des bornes qui étaient très précises au Maroc, 56-99, ça renvoyait au fait que, à partir du règne de Mohamed VI, la page avait été tournée. Et donc c'était d'autant plus facile parce que ça permettait aussi symboliquement une rupture entre le père et le fils. Deuxièmement, comme vous le soulignez, les collectifs de victimes s'affrontent à des dilemmes, à des difficultés, à des contraintes qui varient d'un pays à l'autre. Et de ce point de vue-là, par exemple au Liban, ce que montre très bien Yves Mirmand dans sa contribution, c'est que la première des difficultés finalement de ces collectifs de victimes, c'est d'apparier, d'arriver à faire du commun en fait, et d'abord à partir des violences dont leurs proches ou eux-mêmes ont été victimes. Donc, notamment, il y a la disparition. Quand est-ce qu'on disparaît? Qui est-ce qui fait disparaître? Est-ce qu'on réapparaît en vie, comme on disait, comme disaient les maires, la place de maire en Argentine? Est-ce qu'on a des tombes? Est-ce qu'on peut obtenir des dépouilles de ses proches? Et puis, deuxièmement, donc, au Liban, on se pose la question donc, de la confession ou de la confessionnalisation des violations. Et donc là, il y a tout un jeu d'ajustement, de rapprochement mutuel qui vont rarement de soi, mais encore plus dans le contexte actuel au Liban. Et donc, comment est-ce qu'en fait, on arrive à faire tenir ensemble des douleurs, des familles, et aussi, petit à petit, une lecture du passé. Donc, ces collectifs de victimes, ils sont très, on pourrait dire de façon très directe, le produit d'un environnement politique, autant qu'ils essayent d'agir sur cet environnement. Il y a une forme, si vous me permettez le raccourci, de couleur locale. Après, comme le disait Eric tout à l'heure, en mentionnant les collectifs tunisiens, chacun des groupes politiques qui se saisissent du passé le fait à partir de logiques propres. Et c'est sûr que la relecture du passé comme moyen de s'opposer au gouvernement en place, c'est aussi un moyen de faire revivre, d'actualiser des idéaux, des horizons régulateurs de pratiques, et notamment la révolution. Alors il y a une actualité très vive, très chargée en Tunisie, finalement de maintenir la flamme
et la fidélité au moment de la Révolution. Mais ça se retrouve également au Maroc, où les collectifs qui étaient les plus en pointe dans la mise en cause publique, notamment ça passait par la publication de listes de tortionnaires présumés, c'était les collectifs qui étaient issus de l'extrême gauche des années 60 et 70, et qui, à l'époque de la publication de ces listes, au début des années 2000, se définissaient encore comme des socialistes révolutionnaires. Dans le même temps, on se rend compte aussi qu'il y a des profils finalement qui peuvent être relativement semblables d'un pays à un autre, de celles et ceux qui pensent qu'il est jouable de participer à des dispositifs publics de traitement du passé dur. Donc là, il y a à la fois des rapprochements avec l'expertise internationale. On se rend compte que plus on maîtrise en quelque sorte le corpus, entre guillemets, de la justice transitionnelle, plus ça facilite aussi le rapprochement. Et puis c'est une expertise qui, comme elle est valorisée à l'international, peut être utilisée par les gouvernants pour montrer leur bonne volonté dans le traitement du passé dur. Voilà. J'espère que je réponds à peu près correctement à votre interrogation. Merci Frédéric. Y a-t-il d'autres questions? Leïla Barbara. Merci beaucoup pour la présentation du numéro que je n'ai pas encore eu le temps de parcourir, mais en profondeur on va dire, mais j'ai hâte de voir le détail des articles. Et j'étais très réceptive à ce que tu disais, Frédéric, sur comment finalement un peu désencastrer l'étude de la justice transitionnelle, des travaux qui traitent exclusivement de ces questions-là. Et en tout cas, voilà, c'est plus une remarque, c'est qu'une question, mais moi, ça m'interpelle. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cette question-là, elle est aussi réactualisée dans les mobilisations en Algérie depuis 2019, et comment les collectifs, en tout cas de défense des disparus et qui sont impliqués dans les questions de justice transitionnelle, ont été très en relation avec les collectifs ensuite de lutte contre la répression et d'assistance aux détenus qui ont été consécutifs aux politiques répressives des mobilisations dernières. Donc je me dis qu'il y a quelque chose aussi, un fil à tirer aussi de ce côté-là. Je ne sais pas si ça émerge de certains papiers plus que d'autres, ou si c'est des choses que tu as pu auxquelles tu as pu réfléchir. Voilà. Merci. Frédéric, tu réponds? Oui, je veux bien, avec plaisir. Oui, alors c'est ça qui est assez difficile, je trouve, quand on travaille sur ces questions-là, c'est qu'il y a une bibliographie qui est plus ou moins, qui est vraiment entre l'académie et des réseaux experts, et qui est absolument proliférante. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de revue de littérature dans mon introduction, parce qu'en fait, ça prendrait des pages et des pages, et je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça nous mènerait vraiment très loin. Mais la parenté qui existe entre tous ces travaux, en fait, c'est qu'ils pensent de l'intérieur de la justice transitionnelle. Donc ça veut dire qu'ils lui prêtent une existence tangible, et ensuite qu'ils prétendent soit dire ce qu'elle est, soit chercher à l'améliorer. Ça peut être des critiques qui sont extrêmement, je pense, qui se vivent, qui se conçoivent comme extrêmement directes, presque violentes, notamment à partir de toutes les mises en cause des coloniales ou post-coloniales. Mais on reste à l'intérieur de la clôture. Notamment au Canada, il y a beaucoup de travaux à partir de la façon dont les populations autochtones au Canada ont été détruites. Donc, à partir de ces perspectives-là, mais en fait, on reste dans l'idée que la justice transitionnelle existe et que c'est la manière la plus indiquée pour traiter le passé dur. Ce qui, du point de vue de la façon dont je conçois les sciences sociales, n'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'en fait, on fait en permanence un pas de côté, et on se pose la question des usages, des traductions, des détournements, et ça nous amène à retrouver d'abord des questions très simples, en fait, des questions basiques, fondatrices, d'une série de disciplines ou de sous-disciplines. Par exemple, comment des collectifs hétérogènes, divers,
arrivent d'abord à former des appuis mutuels, des plateformes de coexistence pour agir collectivement en public. Ça peut être le cas du Liban, mais ça peut être aussi le cas du Maroc, avec des rapprochements à l'intérieur de collectifs de victimes, entre des islamistes, des gens qui sont plus sur des postures libérales, des socialistes, trotskistes, etc., etc. Donc des questions basiques, très simples de sciences sociales, en l'occurrence par exemple mouvements sociaux, mobilisation, ça peut être les usages du droit à des fins de gouvernement, ou au contraire comment est-ce qu'on détourne le droit pour s'en prendre aux gouvernants. Et puis le point que tu mentionnes qui est extrêmement qui est fascinant, c'est d'abord comment est-ce que la justice transitionnelle, en tout cas des réseaux d'expertise internationale qui la mobilisent, qui prétendent de l'améliorer, etc., et l'emporter et la faire travailler dans des terroirs particuliers, peuvent servir d'appui temporairement à des groupes extrêmement divers. Donc c'est notamment le cas, par exemple, en Algérie. Ça l'était moins au Maroc, au moment des premières mobilisations du Forum Vérité et Justice, le collectif qui rassemblait les victimes de la répression depuis 1956. Donc des socialistes, des communistes, des nationalistes, jusqu'aux islamistes, différentes variantes islamistes d'ailleurs. Et donc là, la jonction avec la justice transitionnelle, qui d'ailleurs en fait à l'époque était en train de s'inventer, qui n'était pas encore labellisée, il y avait justice de transition, justice restauratrice, etc. Mais eux, ils arrivaient en fait avec un background à la fois très politisé, c'était souvent d'anciens marxistes, marxistes-léninistes, trotskistes, et un bagage pour certains très précis, très articulé, très documenté sur le droit international des droits de l'homme. Donc il y a des jonctions qui se font d'un cas à l'autre différentes avec l'expertise internationale. Ce qui ressort un peu des textes, c'est que, d'une certaine manière, on pourrait dire on n'a rien sans rien. Et que je pense qu'il y a un dilemme, il y a une difficulté pratique qui est d'arriver à faire de la politique avec une prescription internationale qui fonctionne de façon très dépolitisée. Et la justice transitionnelle, c'est aussi c'est ce que je mentionne, notamment en mobilisant des auteurs critiques, mais qui peuvent être de l'intérieur, c'est que la justice transitionnelle, c'est aussi un moyen de gouverner le passé. Au sens de ça fournit, ou ça dit les manières les plus indiquées de revendiquer aussi sur le passé. C'est-à-dire, là on est en plein dans des questionnements plus larges sur le développement, sur le plaidoyer, sur l'ONGisation des mouvements sociaux. Mais c'est par exemple, c'est l'ONG plutôt que le mouvement social, c'est le colloque plutôt que la manifestation de rue, ça va être le rapport ex-plainte devant les tribunaux. Et donc la justice transitionnelle, elle assigne des places, elle fixe ou elle propose des formats. Et donc en fait c'est véritablement un moyen de configurer aussi les luttes politiques autour du passé. Et je ne suis pas complètement sûr que tous les experts de ce milieu international-là soient véritablement clairs là-dessus. Mais il y a des gens qui sont tout à fait fascinants parce qu'ils sont vraiment extrêmement réflexifs et qui me l'ont raconté en entretien, qui me l'ont très, très bien expliqué, c'est-à-dire sur les limites même de leur propre activité et sur le regard très politique qu'ils peuvent avoir sur leur espace professionnel. Donc d'un pays à l'autre, en fonction de la teneur des collectifs, de leur histoire, de leur capacité de mobilisation, des réseaux sur lesquels ils s'appuient, il va y avoir des capacités d'utilisation de cette expertise internationale qui vont être diverses et variées. Merci Frédéric. Tu as encore un petit peu de temps à nous consacrer ou tu peux encore répondre à une question ? 2 minutes. Et puis après, je vais passer à une autre réunion. J'espère qu'on n'aura pas besoin de justice transitionnelle. Alors, est-ce qu'il y a une... Oui, vas-y, Thomas. Oui, alors vous venez de parler de réflexivité de ces acteurs ou de ces agents de la justice transitionnelle et vous avez dit qu'ils l'ont dit en entretien, mais l'ont-ils écrit ? Oui, moi, un texte que j'aime beaucoup, et ça a été écrit, il y a une contribution en arabe et en anglais, c'est Habib Nassar, qui est un expert qui est assez connu dans les milieux
militant tunisien parce qu'il a participé à une des premières consultations qui était à l'époque financée par le PNUD c'est vraiment quasiment dans les premiers jours de la Révolution, enfin, au lendemain de la Révolution, qu'il y a cette mission qui est confiée à Khalil Nassar, qui était encore à l'époque au Centre international pour la justice transitionnelle à New York. Mais oui, quand je parle de gens qui sont très réflexifs, c'est notamment à lui que je pensais. Merci. Et qui je pense peut vous intéresser parce que donc, il a un lien fort avec la région, mais aussi avec la Tunisie. Merci. Oui, juste peut-être je prends la parole pour justement apporter un complément d'information. Il a publié cet article en arabe et en anglais sur le site Al-Mufakkira Al-Qanuniya, donc Legal Agenda. Donc vous pouvez facilement le... Il est sur Internet. Voilà, il est sur Internet, il est facilement consultable et Merci. vraiment c'est un témoignage d'un expert de justice traditionnelle de l'intérieur, si je puis dire, de la manière, de façon critique, de la manière dont il a pu appréhender le début du processus en Tunisie. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? On profite des 5 minutes peut-être qu'il reste à Frédéric. Un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est bon? Bah, parfait alors. Personne ne veut prendre la parole? Bon, alors du coup, je vais rebondir. Dans un texte que j'ai rédigé, d'ailleurs c'est un programme dans lequel tu as participé, pareil sur la justice transitionnelle, je m'interrogeais aussi sur la constitution à travers la lecture d'un ouvrage de Jelena Subotic, ou Subotic, je ne sais pas comment on prononce, je crois qu'il est d'origine croate ou serbe, en tout cas de l'ex-Yougoslavie. Elle résonne en termes de construction de coalition justement entre acteurs intérieurs et acteurs internationaux, notamment ONG, et justement de construction de coalitions à géométrie variable en fonction, je dirais, du positionnement des acteurs par rapport aux normes de la justice transitionnelle. Comment ça apparaît parce que j'ai l'impression, j'ai le sentiment à la lecture du numéro, ayant évidemment lu les articles, que justement il y a différentes configurations dans les rapports entre les différents acteurs intérieurs et internationaux par rapport à cette norme de la justice transitionnelle. Et encore, comme je disais tout à l'heure aussi, il y a en fait l'histoire de la Constitution et le moment de la jonction en fait, qui se fait à l'international et aussi de la facilité ou pas qu'on a à se joindre à l'international. C'est-à-dire dans un pays comme le Maroc où les luttes politiques historiquement se sont jouées dans l'extraversion, on pourrait dire, pour reprendre l'expression de Jean-François Bayard, depuis avant l'indépendance. D'une certaine manière, les luttes politiques au Maroc se jouent aussi à l'international. Et le dernier livre de Mounia Benali Chouaïli le montre remarquablement. Dès la constitution en fait, du mouvement national au Maroc, on joue en partie à l'international. Ça pourrait être aussi une histoire en partie tunisienne. Donc il y a le moment de la jonction et aussi donc, le degré d'ouverture, même si je ne peux pas classer comme ça les pays, mais il y a des pays dans lesquels il est plus facile que d'autres de jouer comme ça avec l'international. En Égypte, la jonction même avec l'extérieur, ça expose à être quelqu'un, un agent étranger, quelqu'un qui est un traître à la nation, etc., etc. Alors même que les gouvernants, historiquement, reçoivent au minimum 2 milliards de dollars tête par an des États-Unis, mais ça, c'est une autre question. Donc il y a la capacité à faire jonction, donc, et le style, les formes de l'internationalisation dans le pays qui jouent, et ensuite la capacité, la possibilité qu'ont ces différents groupes de victimes d'entrer en relation avec les autorités, et là en fait la justice transitionnelle ou le positionnement par rapport au passé, Steve Guy le montre très bien dans sa contribution, c'est véritablement un opérateur de classement entre la bonne opposition qui accepte de jouer le jeu des autorités et donc qui sera amené à participer à,
Et puis des acteurs qui sont décrits comme étant radicaux, radicalisés, qui ne veulent pas participer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des demandes qui dépassent ce que les autorités seraient prêtes à offrir. Et puis on a aussi un exemple, notamment avec Morgane Jouaré sur l'Algérie, où là en fait il y a une rupture très forte en fait entre au-delà de l'incompréhension et de l'incapacité à se rencontrer entre ces collectifs de victimes et les autorités qui sont finalement dans une espèce de, on pourrait dire, disait Foucault, de moutonnement indéfini de la norme qui cesse de ressasser les lois et dispositifs d'amnistie, de clôture, d'empêchement de parler du passé, et les collectifs de victimes qui sont d'une certaine manière livrés à mais qui font pas, historiquement, qui n'ont pas fait que de la justice transitionnelle, parce qu'après c'est des revendications qu'on trouvait avant l'invention du label et du milieu international qui le portent. C'est simplement son reproche, des revendications qu'on retrouve dans beaucoup de pays sur les problèmes de disparition forcée. Est-ce que ça répond Oui, tout à fait. Tout à fait, Frédéric. Est-ce qu'il y a encore une question? Parce que Frédéric va être obligé de nous quitter, donc profitons de sa présence. Juste. C'est peut-être le seul avantage de cette foutue pandémie, c'est que malgré la grisaille d'Ottawa, j'ai la chance d'être ce soir un tout petit peu à Tunis. C'est un privilège en fait que vous avez pas, j'imagine. Et nous aussi, on est à Ottawa, ça. Nous sommes à Ottawa. Leïla, oui, non, très brièvement, juste sur la enfin, est-ce qu'il y a des choses sur qui ressortent des travaux que vous avez pu mobiliser ou dans les articles du numéro sur la fabrique des politiques de justice transitionnelle, on va dire du côté des politiques publiques, quoi. Enfin, est-ce que il y a des choses qui ressortent de là-dedans où j'imagine que c'est très compliqué, en tout cas je pense dans le cas de l'Algérie, je ne sais pas pour les autres cas, voilà, peut-être si tu as des éléments là-dessus. Merci. Sur la fabrique des politiques publiques, alors. Non, alors là on est dans la situation entre la différence entre le numéro idéal et puis le numéro réel. Alors, et puis, au-delà de la réponse comme ça, mais en fait, les deux contributions, ou trois contributions qui se penchent plus sur vraiment les politiques publiques de gestion du passé violent, en fait, c'est des contributions davantage sur l'élaboration de dispositifs d'amnistie sur Mauritanie et Algérie. Donc on n'a pas d'exemple, on n'a pas de contribution, ça aurait été extrêmement utile, comme le souligne votre question, de réflexion sur, par exemple, comment s'est élaboré en Tunisie l'instance vérité et dignité, ou au Maroc, comment s'est fabriquée l'instance équité et réconciliation. J'avais un tout petit peu écrit là-dessus à une époque, mais c'est vrai que sur la Tunisie, on n'a pas, dans le numéro, on n'a pas de texte comme ça. Il y a des petites entrées sur des vignettes ou des aperçus, mais on n'a pas de texte qui prennent en charge véritablement ça. Et votre question fait écho à une vraie préoccupation, qui est une préoccupation plus large qu'on a dans le numéro, c'est précisément de désexceptionnaliser ou de réencastrer, comme c'était dit tout à l'heure, la justice transitionnelle dans le cours des sciences sociales. C'est-à-dire, oui, faire la justice transitionnelle, c'est d'abord et avant tout une politique publique de gestion du passé, de traitement du passé, et ça passe par l'élaboration d'institutions. Et ce qui est assez fascinant, c'est en fait l'ignorance complète entre ces deux... ce monde de l'expertise, mais qui peut fonctionner en vase clos comme différentes expertises, ou qui prétend en fait après définir ses relations avec le monde extérieur qui construit et qui fait advenir lui, dans le jugeant digne d'expertise, mais avec les politiques publiques. Il y a peu de travaux qui ont mené des analyses, on va dire, serrées avec le questionnement des politiques publiques sur l'élaboration, par exemple, d'une
commission vérité et réconciliation. À l'exception peut-être des travaux d'Émile Lecombe sur la Colombie. Avec son livre « Nous sommes tous en faveur des victimes ». Merci Frédéric. Eh ben, je crois que nous allons arrêter là. Nous allons te laisser partir vers ton autre réunion, voilà, qui j'espère se passera pour le mieux, qui à mon avis est certainement beaucoup plus administratif que scientifique, non, si je me trompe pas. Voilà, et puis donc on va passer à Selima Rebeili, donc qui va intervenir sur son article qu'elle a rédigé pour le numéro. Donc je rappelle le titre de l'article: Repenser le rôle des victimes dans la justice transitionnelle en Tunisie, le cas de la journée de la loyauté. Chère Selima, vous avez la parole. Merci. Oui, merci Frédéric, merci Eric pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là et un peu de retour à l'IRMC. Ça me fait aussi plaisir d'être partiellement à Tunis, bien que je parle de Genève, qui est aussi tout aussi grise, mais peut-être un peu moins froide qu'à Ottawa. C'est un vrai plaisir, en tout cas pour moi, d'avoir contribué à ce numéro, et j'en suis même assez fière. Je suis très heureuse qu'il y ait un numéro spécial. Je regrettais de ne pas avoir pu participer à l'ouvrage d'Eric Gobb, justement, et donc là, j'ai pu me rattraper sur ce beau numéro, et j'en suis très heureuse. Alors, mon article porte, c'est vrai que je me rends compte maintenant que ce n'est pas du tout explicite dans le titre, mais sur l'approche genre en fait de la justice transitionnelle. Plutôt j'adopte une perspective de genre aussi pour traiter la question de la justice transitionnelle dans l'article que j'ai proposé, et donc il porte sur le cas de la Tunisie, comme vous l'avez déjà mentionné, et plus particulièrement je me suis intéressée à la manière dont les associations de femmes victimes ont participé elles-mêmes à l'institutionnalisation de la justice transitionnelle en Tunisie, et notamment au rapport de pouvoir qui ont accompagné ce phénomène. Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter le son? Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter le son? قل لها qu'elle parle plus fort. Oui, je peux essayer de parler plus fort. Oui, je pense que c'est le volume ici, mais là je suis bien incapable. Non, mais tu peux dire. C'est au maximum, donc. Vous n'avez pas un micro, vous le placez sur le. Non, je crois pas. C'est au maximum. Bon, Selima fait si, donc. Désolé. Hein. Je peux essayer de parler un petit peu plus fort si vous souhaitez. Est-ce que c'est un peu mieux? Oui. Oui, voilà, il faut Je monter vais le me son. rapprocher moi-même peut-être du micro dans ce cas. Oui, alors je disais que dans le cadre de cet article que j'ai produit pour le numéro, je me suis plus particulièrement intéressée à la manière dont les associations de femmes victimes ont participé au processus de justice transitionnelle en Tunisie, et notamment aux rapports de pouvoir qui ont accompagné cette mobilisation des associations de femmes. Alors pour donner quelques éléments de contexte, en Tunisie, dès les premiers mois qui ont suivi la fuite du président Ben Ali après 23 ans de pouvoir, le 14 janvier 2011, de nombreuses discussions ont été initiées par de nombreux acteurs, parmi lesquels des partis politiques, dont plusieurs étaient interdits, mais surtout des militants, des militantes, des syndicalistes, des ONG internationales, en vue de l'établissement d'un processus de justice transitionnelle. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de la justice transitionnelle en prenant comme borne chronologique donc les années où la commission de vérité a été mise en place, donc l'instance vérité et dignité, qui a été donc créée en décembre 2013 et dont le mandat a pris fin en 2018, et qui était donc chargée de lever le voile sur les exactions commises par l'État tunisien entre 1955 et 2013, grâce notamment au recueil de témoignages des victimes du régime autoritaire, des deux régimes autoritaires. Et donc c'est du fait de la singularité de ces dispositifs institutionnels, les études qui portent sur la justice transitionnelle, et Frédéric Herrel en a discuté, les études sur la justice transitionnelle ont notamment tendance à privilégier une analyse qui était axée sur le fonctionnement des commissions de vérité. Pourtant, et la Tunisie en est un peu la preuve, la justice transitionnelle fait aussi l'objet de débats et est appropriée en dehors de ces espaces, et même avant même leur production, et notamment dans l'espace des mouvements sociaux.
Et en Tunisie, plus spécifiquement, elle a fait l'objet d'antagonismes dans l'espace de la cause des femmes, notamment suite à la naissance de collectifs et d'associations à référent islamique au lendemain de la Révolution. Donc ces associations à référent islamique, elles revendiquent notamment la reconnaissance d'une répression ciblée menée à leur encontre dans le cadre des mesures gouvernementales d'enrayement du port du voile notamment. Et je parle d'antagonisme notamment parce qu'elles se mobilisent dès 2011 en confrontation avec d'autres groupes féministes, notamment les associations laïques, qu'elles accusent d'avoir affiché des positions contre le voile dès les années 90. En bref, ces différents groupes d'associations de femmes participent activement au débat qui porte sur la justice transitionnelle, avec notamment des perspectives qui vont être antagonistes de la répression qui a été faite aux femmes et de ce que devrait être donc la justice transitionnelle. Or, mon article s'intéresse moins à ces concurrences, qui ont été documentées par d'autres chercheurs par ailleurs, pas sur le cas de la Tunisie, mais sur les usages militants, disons, et concurrentiels de la justice transitionnelle, que j'ai par ailleurs également étudié dans le cadre de ma thèse. Mais cet article s'intéresse plus à la manière dont le contexte de la post-révolution, qui s'accompagne donc, disons, d'un terrain qui est propice aux usages militants de la justice transitionnelle, un contexte révolutionnaire d'incertitude et d'ouverture des opportunités. Donc moi, je me suis davantage intéressée à la manière dont ce contexte spécifique permettait justement l'appropriation de la justice transitionnelle par les associations. Et je montre dans l'article que la justice transitionnelle, elle produit des espaces de politisation que les victimes investissent, notamment à travers le milieu associatif. Et pour ce faire, je me suis plus spécifiquement intéressée au cas de la mobilisation d'une association de femmes, donc l'association Tunisiette, qui veut dire Femmes tunisiennes en arabe, et qui s'engage au lendemain de la Révolution pour la reconnaissance des violations faites aux femmes dans le cadre de la répression anti-islamiste sous le régime de Ben Ali. Donc cette association, en avril 2012, elle organise notamment une conférence sur le mode des auditions publiques des commissions de vérité, une conférence qu'elle nomme Yom el-Wafé, donc la journée de la loyauté que j'ai traduite. Et au cours de cette conférence, une vingtaine de femmes qui ont été emprisonnées dans les années 90, dans le cadre donc, de cette répression anti-islamiste, vont témoigner des exactions commises à leur encontre. Et ce cas particulier, il a permis à mon sens de comprendre de manière plus large donc, les usages militants du label, mais aussi comment les victimes vont participer elles-mêmes à l'institutionnalisation de la justice transitionnelle. Donc cet article, comme Eric Cobb l'a déjà mentionné, il s'appuie sur une partie du terrain que j'ai effectué dans le cadre de ma thèse que j'ai soutenue l'an dernier, et plus spécifiquement sur des entretiens menés entre 2015 et 2018, principalement à Tunis, avec des membres donc, de l'association Tunisiette, que ce soit des dirigeantes, des sympathisantes et des adhérentes, ainsi qu'avec les femmes qui ont témoigné le jour de cet événement. Et l'article est également étayé par des entretiens que j'ai menés avec d'autres acteurs et actrices, donc des associations, des membres de différents partis politiques, des activistes en faveur de la justice transitionnelle et d'autres militants qui étaient en désaccord avec le déroulement du processus. Donc cet article, il s'organise en 3 temps. D'abord, j'ai étudié la projection du statut de victime de la répression anti-islamiste et comment ce statut s'est construit donc, au contact, comme je le disais, des opportunités politiques du contexte révolutionnaire. Ensuite, je me suis intéressée à l'organisation même de cette journée de la loyauté et à la manière dont les récits des plaignantes qui ont témoigné se sont inscrits dans des enjeux de politisation plus large. Je m'intéresse donc à la manière dont le statut de victime est construit et déjà politisé avant même que la justice transitionnelle apparaisse de manière institutionnelle. Et finalement, j'étudie la manière dont la mise en place de cet événement a fini par infléchir du coup l'institutionnalisation de la justice transitionnelle et ses dispositifs formels. Donc vous l'aurez compris, l'intérêt pour moi, c'était un peu de sortir de la rhétorique de l'instrumentalisation des victimes dans la justice transitionnelle, comme si le problème de la justice transitionnelle
transitionnelle, c'était au final qu'elles tiennent compte des identités politiques pour justement montrer que les identités politiques, elles sont à l'origine même de l'identité de victime, du statut de victime, et même à l'origine de la justice transitionnelle même, puisque c'est aussi la société civile qui a contribué à la mettre en place. D'abord, je reviendrai rapidement sur les caractéristiques spécifiques de la répression en Tunisie, plus spécifiquement celles qui concernent les femmes. Alors, c'est vrai qu'on a un peu l'image de la Tunisie qui a constitué un petit peu la vitrine, des droits des femmes qui ont constitué la vitrine de la modernité de la Tunisie, pour reprendre les termes d'Augustin Monnier. Et de ce fait, la violence politique qui a été exercée à l'encontre des femmes est souvent passée sous silence dans la plupart des écrits relatifs à la répression jusqu'en 2011. Donc elle était traitée au masculin neutre très souvent, à l'exception de quelques articles, notamment d'Éric Goff et Vincent Gesser de 2007. On peut aussi citer celui de Lara Bechouira, publié en 2005, et également les articles de Olfa Lamloum et Luisa Toscana, qui traitent notamment de la répression des femmes de gauche. Donc en tout cas, ces récits, au-delà de ce que des militantes ont pu écrire également à côté, ont montré que plusieurs femmes qui étaient identifiées comme appartenant à des mouvements d'opposition politique, qu'elles appartiennent à la gauche ou au camp islamiste, ont fait l'expérience d'une répression systématique par l'État. Donc comme je le disais, il s'agit aussi d'abord des femmes qui appartiennent à la gauche dans les années 70, qui ont participé de manière importante aux manifestations contre les politiques répressives du gouvernement bolivien, et notamment face à ces réformes économiques libérales. Et plus tard également les féministes autonomes qui malgré leur légalisation en association, ont tout de même fait l'objet de représailles de la part du gouvernement de Ben Ali dans les années 90. Et aussi dans la lignée d'une politique gouvernementale pendulaire qui visait donc à accommoder certains groupes d'opposition pour mieux en réprimer d'autres, les femmes identifiées comme appartenant à l'opposition islamiste ont elles aussi fait l'objet d'une répression politique ciblée. Et cette dernière, elle s'est d'abord manifestée dans le cadre de l'application des mesures interdisant le port du voile, qui était exercée par la police entre la fin des années 1980 et les années 2000, même si le premier décret apparu au début des années 2000, avec des pratiques qui étaient particulièrement brutales durant la décennie 1990. Donc la révolution, avec cette ouverture, en permettant l'ouverture de l'espace associatif, elle marque quand même une transformation radicale dans les trajectoires individuelles et collectives de nombreuses femmes qui ont été soumises à ces mesures répressives. Et on voit donc l'émergence d'associations de femmes à référent islamique, donc plusieurs naissent durant l'année 2011. Et on peut notamment noter l'apparition d'une coalition, l'Union des femmes libres, donc 4 associations qui revendiquent la défense de leur identité islamique, 4 associations de femmes. Et parmi cette coalition, il apparaît notamment l'association Lycée Tunisier. Je vais davantage vous présenter. Cette association Lycée Tunisier est née en février 2011, plus spécifiquement, à l'initiative de femmes, amies et proches dont la relation avait temporairement interrompu sous la dictature. Et au départ, donc, elles se tournent vers un travail qui est plutôt caritatif, notamment en soutien aux anciennes prisonnières du régime. C'était plutôt des soutiens de solidarité économique, etc. Mais par la suite, elles se tournent davantage vers un militantisme qui est de revendication politique, en s'inscrivant en opposition pour les diverses mesures qui vont être prises entre 2011 et 2012, notamment par le gouvernement. Et c'est donc la même année donc en 2011, qu'apparaissent également les premiers débats qui entourent la justice transitionnelle et qui mènent notamment ces débats à la première initiative officielle en vue de l'adoption d'un processus de justice transitionnelle en décembre 2012. Et Nahda, donc, qui
alors le parti majoritaire au sein de l'ANC suite aux élections d'octobre 2011, c'est dès le départ approprié le processus. Donc ces cadres sont présents à chacune des étapes, même dans les discours, il y a vraiment une mainmise sur la question de la justice transitionnelle. Et le parti prend en outre des mesures en vue de l'établissement de la justice transitionnelle en créant notamment un ministère des droits de l'homme et de la justice transitionnelle en janvier 2012. Un ministère qui est notamment chargé de la gestion logistique du processus de justice transitionnelle avec à sa tête Semir Dilou, avocat membre du Parti islamique. Alors ce ministère il met notamment en place une commission technique chargée du suivi du processus qui se compose d'organisations internationales, de représentants du gouvernement, parmi lesquels le ministre de l'Intérieur, Ali Lahai, qui est également membre du Parti Nahda, ainsi que des associations et ONG qui veulent s'engager dans le processus, et parmi elles, on peut compter donc la TFD et UNICEF Tunisia. La TFD est une association qui est une association féministe laïque appartenant au mouvement autonome et qui choisira de quitter la coordination avec laquelle elle était rentrée au sein du processus pour des désaccords notamment sur le déroulement du processus, mais je ne m'entrerai pas trop dans ces questions-là pour me focaliser davantage sur l'événement de l'association lycée Tunisienne. Donc c'est dans ce contexte-là de création des premières mesures qui sont prises par ce ministère-là, ce ministère des droits de l'homme et de la justice transitionnelle, que les premières, disons que Nice Tunisienne organise sa première action elle-même en faveur de la justice transitionnelle, par cette conférence qu'elle intitule Journée des Wafé, qui était donc destinée à rendre publiques des expériences répressives d'anciennes prisonnières. Donc quelques mois plus tôt, avant ce mois d'avril 2012, l'association avait collecté les témoignages de 400 femmes qui avaient été emprisonnées sous le régime de Ben Ali et Bourguiba, qui avaient été arrêtées donc, dans le cadre des mesures visant à empêcher le port du voile. Donc ces anciennes prisonnières, ces 400 prisonnières, ont dans un premier temps été conviées par l'association à soumettre leurs témoignages filmés, notamment par les membres de lycée Tunisier au siège de l'association. Et par la suite, l'association a sélectionné les récits de 20 femmes pour justement les faire participer à cette journée de la loyauté. Alors elle a lieu cette journée précisément le 22 avril 2012, au Palais des Congrès de Tunis, en présence de plus de 1000 personnes qui sont donc venues écouter les récits des victimes. Les victimes donc, les plaignantes qui ont été sélectionnées, qui sont présentes, se distinguent notamment parce qu'elles portent un badge où il est écrit Sajid Ra'i, donc prisonnière d'opinion. Donc elles sont, comme je disais, une vingtaine et on peut également compter donc, sur l'estrade avec elles puisque donc, la salle est vraiment composée un peu comme les commissions, comme une commission de vérité. On a donc un public qui est face à une estrade et c'est sur cette estrade que les plaignantes étaient invitées à s'exprimer. Et au-delà de ces membres-là, il y a donc évidemment les organisatrices qui sont membres de l'association lycée Tunisienne, mais également un certain nombre de cadres du parti Ennahda, notamment Rachid Ranouchi, donc le président du parti, qui est invité d'honneur de cette journée, mais également Semir Dilou, qui était ministre des droits de l'homme et de la justice transitionnelle, ainsi que d'autres personnalités, notamment le docteur Ahmed Labdel, qui était réputé pour ses écrits sur la femme en islam, ou encore la militante Aziza Bakeli, qui était présidente du forum Zahra pour la femme marocaine et membre du Parti de la justice et du développement marocain lui-même de tendance islamiste. Donc ce sont ces membres du parti qui inaugurent la conférence avant de donner la parole aux femmes qui sont venues témoigner. Pour vous donner quelques éléments des profils des plaignantes qui ont été sélectionnées, donc notamment la présence de Mahabza Abelrad, qui est une militante de Nahda, qui était dans les années 80 chargée d'action caritative pour le parti.
qui est arrêtée en 1993 par la police du régime et torturée au ministère de l'Intérieur. D'autres plaignantes qui sont présentes n'ont pas été des militantes comme Mahdi Abd, en tout cas ne se présentent pas comme ça, mais ont tout de même été arrêtées par le régime dans un contexte d'identification systématique des femmes portant le voile à l'opposition islamiste. Notamment le cas de Fatma Jejili, qui est présentée par les membres de l'association comme une des plus jeunes prisonnières d'opinion du régime de Gouvernement. Et dans son témoignage, Fatma Jejili, ce témoignage dont je retranscris une partie dans l'article, parle de la violence, d'abord de la violence de la répression commise à son encontre, mais également à l'encontre de toutes les femmes qui portaient le voile, et insiste aussi donc sur la fausse image d'ouverture des droits des femmes du pays mis en avant par Ben Ali, alors que certaines femmes faisaient l'expérience de la répression. On peut noter qu'à l'instar de Fatma Jejili, les femmes qui témoignent commencent pour la plupart leur récit en honorant la révolution, en entrant directement donc, leur témoignage dans la situation de révolution, notamment en exprimant une situation de soulagement à Istanbul grâce à Dieu et donc de changement par rapport à celle qualifiée sous le régime autoritaire dont la chute remontait alors à un peu plus d'un an. On peut aussi noter que dans tous les témoignages des femmes, les régimes de Bourguiba et de Ben Ali sont explicitement cités et leurs systèmes sont dénoncés. La plupart de ces témoignages marquent par ailleurs une certaine formalité, par l'usage notamment de l'arabe littéraire ou d'un ton sentencieux. Et finalement, au fur et à mesure que ces témoignages sont dénoncés, ils deviennent en fait le lieu de célébration de la Révolution où les femmes qui témoignent exclament de très solennels vive les martyrs, vive la Révolution, vive la Tunisie. Et un troisième élément qu'on peut noter dans ces témoignages, c'est le caractère donc, très solennel finalement, pas dans les témoignages, mais vraiment dans la mise en place de cette journée, dans son organisation, c'est le caractère très solennel de la conférence, puisque les plaignantes vont recevoir à la fin de la journée un certificat de militante remis par le ministère des Droits de l'Homme et de la Justice traditionnelle, ainsi qu'une photo officielle avec ce dernier. On peut également citer la présence des médias et d'hommes et de femmes politiques qui bénéficient alors d'une récente légitimité électorale, qui confèrent donc par ailleurs un statut très officiel à cette journée qui au final était une conférence organisée par une association. Aussi, on peut noter que les plaignantes, elles instituent toute leur expérience de souffrance dans des enjeux de concurrence plus vastes, donc avec d'autres groupes féministes, comme Fatma Jejili par exemple, comme je le mentionne dans l'article. Dans son témoignage, elle interpelle directement les féministes pour dénoncer une potentielle indifférence quant aux exactions commises à l'encontre des femmes. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment pour l'association Lycée Policier, la reconnaissance du statut de victime, elle n'est pas seulement un mouvement de confrontation avec l'État où on va demander une reconnaissance vraiment formelle de ce statut, mais aussi dans des rapports de force dans l'espace des associations de femmes. Et cette réaffirmation-là, elle se manifeste notamment par une tension entre statut de résistante et statut de victime qui est visible notamment d'abord dans le répertoire d'action collective de lycée et de policiers, mais également dans l'organisation de cette journée, avec notamment voilà, on constate, mettons que l'association fait un travail de retraduction de la figure de victime en figure de militante, notamment donc, par l'attribution du certificat ou le badge avec écrit prisonnière d'opinion, alors même que plusieurs des plaignantes, comme Fatma Jejili, insistent pour dire qu'elle ne faisait partie d'aucun groupe d'opposition sous le régime. Donc finalement, et c'était aussi ça que je trouvais intéressant, c'est que le regroupement des récits de souffrance, donc c'est vraiment des récits de souffrance par des militantes et par d'autres femmes qui n'avaient pas d'engagement politique sous le même label de prisonnières d'opinion, mène finalement à considérer toute forme de souffrance comme étant en soi une forme de résistance et dès lors d'inclure l'ensemble des femmes qui ont fait l'expérience de la répression anti-voile, qu'elles soient militantes ou pas, dans cette même catégorie. Donc
constate alors que, comme je le disais dans l'introduction, c'était surtout ce qui m'intéressait, que le mouvement de politisation, il existe déjà dans la mobilisation des victimes et dans les catégories de victimes qui sont élaborées, et même dans les récits des victimes qui vont être émis avant même donc la mise en place institutionnelle de la justice transitionnelle. Et ça, c'était à mon sens une nouveauté, parce que les victimes, dans le cadre des processus de justice transitionnelle, sont rarement considérées comme des agents politiques, et même que la question politique ou de la politisation des victimes est souvent perçue comme étant foncièrement négative pour le processus, dont justement le terme de politisation a souvent été traité d'un point de vue uniquement de l'instrumentalisation par les partis politiques. Ensuite, et ce sera le dernier point de mon intervention, l'article montre également comment ce positionnement de l'association en amont de l'institutionnalisation de la justice transitionnelle a par ailleurs eu des effets sur les dispositifs formels de la justice transitionnelle. Donc, comme je le disais, la journée de la loyauté a lieu peu de temps avant que le comité technique ne débute sa mission pour une consultation nationale qui porte sur la justice transitionnelle. Donc cette consultation nationale, c'est en fait un ensemble de discussions et de réunions qui visent à recueillir les attentes des divers acteurs associatifs et politiques concernant le déroulement du processus. Donc ce comité technique va organiser plusieurs réunions. Donc, lors de la première, vont assister des partis politiques, à la seconde des représentants des syndicats, et à la troisième des ONG et associations, parmi lesquelles donc lycée policier. Et donc en s'appuyant sur le but du comité, c'est plutôt un des objectifs, c'est en s'appuyant sur les attentes des citoyens qui vont être recensés lors d'un dialogue régional, le comité doit par la suite soumettre un projet de loi sur la justice transitionnelle à l'Assemblée nationale constituante. Et ce projet de loi, c'est le projet de loi qui s'appuie sur le recensement des attentes des citoyens. Donc c'est ce projet de loi qui va définir les premiers statuts de violation et les premières catégories de victimes. Il prévoit donc les grandes lignes concernant les réparations également, mais définit également ce que c'est qu'une victime et quel type de violation et de souffrance doivent être pris en compte. Et donc ce que je montre dans l'article, c'est que Nicet Toinissier, du fait de sa position centrale, qui a été qu'elle initie notamment par le biais de l'organisation de la conférence Yao-Nouveauté en avril, a d'emblée une position au sein de ce dialogue et participe en tant que membre central donc, de la société civile, étant donné qu'il y a une certaine morale disons, qui lui a été conférée du fait de la grandeur de cette audition publique presque qu'elle avait voulu faire un peu comme sur le mode des conditions de vérité. Et donc, dès les premières étapes de l'élaboration du dialogue régional, elle est présente. Et on le constate notamment quand on regarde le questionnaire et plus tard les catégories qui sont présentes dans la loi. Donc, le questionnaire qui a été distribué pour le dialogue régional, il se compose de deux groupes de questions. Donc, l'un qui porte sur la justice transitionnelle de manière générale et la compréhension des citoyens de ce qu'est le processus, et l'autre sur les types de violence et de souffrance. Je vais aller un peu rapidement parce que je pense qu'on est un petit peu à court de temps. Alors, et lorsqu'on observe plus spécifiquement les trois types de violations qui sont spécifiques aux femmes dans ce questionnaire, donc il y a notamment forcer les femmes à retirer un vêtement, il y a le terme de fausse couche après la torture, ou encore donc oui voilà, bien fausse couche par exemple après la torture qui sont vraiment spécifiées, donc le terme femme y apparaît, et donc il s'agit vraiment d'une mobilisation pour les femmes, puisqu'on aurait pu éventuellement penser que les hommes pourraient également faire partie de ces catégories-là, notamment, peut-être pas pour la fausse couche, mais en tout cas pour retirer un vêtement, puisque même le pranis avait été à l'époque identifié comme étant porté par des membres de l'opposition, ou comme disons, un identificateur des membres de l'opposition islamiste. Mais en tout cas là, c'est vraiment donc des catégories qui sont signalées comme étant propres aux femmes. Donc j'ai dit fausse couche après la torture, et également forcer les femmes à divorcer. Et quand on les regarde
en fait, on se rend compte qu'elles font tout appel à des violations qui ont été énoncées par les victimes présentes lors de la journée de la loyauté. Or, donc, l'enjeu de ces premières catégories de violations faites aux femmes est double. D'abord, étant donné que le dialogue régional c'est un espace où se confrontent pour la première fois les citoyens et citoyennes aux normes du processus, c'est souvent à partir de ces catégories que les victimes se socialisent donc à la justice transitionnelle et finalement finissent par définir elles-mêmes leurs propres expériences du régime. Ensuite, ces types de violations énoncées lors de la journée de la loyauté, on se rend compte qu'elles circulent dans les discours et pratiques des experts au sein de la sous-commission, la sous-commission femmes, avant de s'imposer finalement comme des catégories de violations qui vont être prises en compte par l'instance vérité et dignité. Donc elles sont non seulement présentes dans le questionnaire, mais elles apparaissent parmi les 22 types de violations reconnus plus tard par l'IVD. Et pour cause, il y a également d'autres liens institutionnels très étroits entre l'association et l'IVD, puisque Ibtihel Abdelatif, qui est la présidente, qui était alors la présidente de l'ICET Commissier lors de la journée de la loyauté, est nommée parmi les 15 commissaires de l'IVD et sera plus tard donc, à la tête de la sous-commission femmes. En outre, parmi la vingtaine de femmes qui ont témoigné lors des auditions publiques, plusieurs ont également participé à la journée de la loyauté. Donc voilà, pour conclure très brièvement, je dirais juste que l'article montre donc que la figure de victime femme est construite et travaillée par des militants qui s'approprient le label de la justice transitionnelle et que donc la politisation de la justice transitionnelle ne se fait pas par un mouvement forcément d'instrumentalisation, mais davantage de négociation avec divers groupes de la société civile et des partis politiques dans le moment de la post-révolution. Je vous remercie. C'est moi qui te remercie, c'est Lima. Écoute, je vais tout de suite donner la parole à la salle. Merci encore une fois pour ton intervention sur un sujet justement qui est plutôt rarement, je dirais, abordé. Hein, donc je crois que de ce point de vue-là, plutôt moins dans le domaine scientifique, je crois que de ce point de vue-là, ton apport est important. Donc je laisse la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais peut-être rebondir, alors peut-être que la salle réagira. Oui, alors, ton article portait plus particulièrement sur l'association à référents religieux. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu aussi, du positionnement des associations, entre guillemets, sécularistes, je crois que tu as utilisé le terme, dans le processus, et quelles étaient, toujours dans un cadre dynamique, processuel, quelles étaient les relations, et comment ça a évolué entre, je dirais, des associations sécularistes, par exemple la TFD, et ces associations à référents religieux, tout au moins s'il y avait des rapports, et quelle était, je dirais, la nature de ces relations. Oui, merci beaucoup Eric pour tes questions. Alors effectivement, c'est vrai que ça apparaît dans la thèse, mais que ça n'apparaissait pas dans l'article, notamment parce que je vais vraiment vous prendre un cas particulier. Évidemment, les associations féministes, donc moi j'utilise le terme de laïque étant donné qu'elles-mêmes se revendiquent laïques. Donc ces associations, elles sont de toute manière extrêmement mobilisées dès le lendemain de la Révolution. D'abord en portant assistance aux femmes qui ont été blessées dans le cadre des premières insurrections entre décembre et janvier. Donc il y a eu le Caravane, les protestants, elles sont parties un peu partout en Tunisie, à Castelline, et ça c'était dès le mois de février-mars 2011. Donc ça c'est, disons, une première initiative en faveur des femmes victimes qu'a prise la CFD, bien qu'à l'époque on parlait pas encore de justice transitionnelle. En outre, cette expérience-là des militantes a fait l'objet d'un livre qui a été publié sur la répression des mouvements sociaux de décembre 2010, janvier 2011, répondu du genre, et c'est un des rares, je pense, qui traite cette question
TFD a également... donc, bon, là, je pense que la TFD a toujours été pour la justice transitionnelle d'un point de vue, des mécanismes. Donc le dispositif parle aux militantes et aux adhérentes de la TFD, mais évidemment, elles ont été, comme la plupart le savent, elles ont quand même été contre le déroulement du processus et la manière dont il s'est déroulé, mais en soutenant toujours l'initiative de justice transitionnelle. Et c'est en ce sens-là qu'elles se mobilisent dès 2013, donc toujours avant l'institutionnalisation, pour une justice transitionnelle qu'elle demande la neutralité, et notamment en organisant un tribunal fictif en décembre 2013, qui a permis par ailleurs également qu'on tienne compte de plusieurs catégories de victimes, notamment des victimes économiques plus tard au sein de l'IBD. Donc elles se mobilisent également pour la justice transitionnelle, évidemment d'une autre manière, puisque elles sont contre l'appropriation du processus par les islamistes, et tentent donc de trouver des moyens de mettre en place une autre justice transitionnelle, ou en tout cas, c'est leur mobilisation. Leur mobilisation se présente comme pour une justice transitionnelle alternative et plus neutre. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de discussion entre les différents groupes, pour des raisons d'identité politique qui sont aussi irréconciliables de tout temps. Donc, mais donc, oui, il y a différents groupes antagonistes qui vont se saisir de ces questions-là et qui ont une manière aussi différente de définir la logique des victimes, avec la TFD qui va par exemple davantage s'orienter vers les questions socio-économiques de violence faites aux femmes et tenter de les intégrer aussi à la question de la violence politique dans une sorte de continuum. J'espère que ça répond à vos questions. Oui, tout à fait. Alors, Leïla Baramara. Oui, merci beaucoup pour votre exposé, c'était vraiment passionnant. Moi, j'ai juste deux petites questions qui sont très liées, en fait, que je pourrais regrouper en une question sur est-ce que vous avez pu observer ou voir des dynamiques de circulation, des solidarités plutôt, au-delà de la Tunisie? Est-ce que c'est des collectifs qui ont pu dialoguer avec d'autres groupes ou associations ou experts, donc que ce soit du côté du monde de l'expertise ou alors du côté des mondes militants? Est-ce que c'est des choses ou pas du tout? Ou est-ce que vous avez des pistes que vous n'avez pas forcément pu observer directement, mais voilà, c'était... Merci. Merci à vous, alors, du point de vue de l'association Tunisiette, elles avaient quand même elle a un très fort ancrage local, avec beaucoup d'associations régionales en Tunisie, mais pas forcément à l'étranger. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était une association qui a duré, qui n'a pas perduré, en tout cas, sa structure était importante en 2011 et 2012, mais s'est essoufflée avec le temps, et c'est pas une association qui a des moyens et qui est entrée dans le monde du développement également. Elle n'a pas bénéficié de fonds internationaux comme ont pu en obtenir d'autres associations en référence islamique, notamment l'association Tunisiette, qui n'est pas lycée Tunisiette, mais qui est beaucoup plus professionnalisée. Et donc je pense que c'est aussi pour ces raisons-là qu'il y a des échanges à l'international qui ne se sont pas faits. Mais pour revenir à la TFD, elle, pour le coup, pour le tribunal fictif, c'était vraiment un tribunal international, en fait, qui avait accueilli des femmes victimes d'Algérie, notamment, du Liban, du Maroc. Donc il y avait vraiment cette ambition de créer une coalition, en fait, penser la question de la justice transitionnelle collectivement, entre femmes, et de manière transnationale. Merci. Merci Selima. Est-ce qu'il y a encore une question? Et puis après, on clôture la séance. Ou est-ce qu'on la clôture maintenant? T'as pas de questions dans ta Monsieur Jaune, j'ai cru, en lisant
l'invitation à cette séance que vous deviez intervenir. Euh, J'attends non, votre intervention, moi. Non, je ne dois pas intervenir parce que moi, en fait, c'était le problème sur la présentation, je ne suis que le coordinateur, je dirais, éditorial du numéro. Je n'ai pas participé en tant que tel, j'ai participé comme médiateur, je dirais, entre le responsable, qui est Frédéric Vérel. Je parle en tête, c'est des questions techniques, hein, c'est parce que je ne pouvais pas coordonner cet ouvrage, parce que je suis moi-même membre du comité de rédaction de l'année du Maghreb. Donc j'ai simplement été, je dirais, le coordinateur éditorial entre Frédéric Vérel et les auteurs qui ont répondu à la contribution. Moi-même, je ne suis pas responsable du numéro, je n'ai pas rédigé un texte. Vous voyez ? Donc je ne peux pas intervenir sur le sujet. Donc j'étais là simplement pour faire la médiation. Donc Frédéric Vérel devait intervenir de manière plus longue, mais il y a eu une réunion impromptue qui est venue raccourcir son intervention. Du coup, nous avons sollicité Selima qui a fait un excellent article dans le numéro pour nous présenter le numéro. Donc moi-même, je suis simplement, si je puis dire, un médiateur, un distributeur de parole, et non pas un intervenant. Voilà. Mais est-ce que dans ces cas, on peut évoquer les problématiques globales, pas sectorielles? Parce qu'effectivement, il y a une problématique qui est posée par Mme Rey, qui a fait l'objet d'ailleurs d'articles dans Justice Infonet, qui était très intéressant. J'ai réagi et j'espère qu'elle a vu ma réaction. Il y a bien sûr le volet média, il y a le volet. Il y a plusieurs volets dans ce travail. Et moi, j'étais très intéressée par cette production que vous avez faite. Mais j'aurais aimé réagir sur le global. Et là, je ne vois pas par où je vais m'insérer. Donc, si vous me donnez la parole, je serais ravie de réagir à votre travail, justement, à votre introduction, parce que vous en avez une, et de poser surtout ces problématiques du formatage dont a parlé M. Leren, des modèles qui sont imposés et comment ils sont appropriés, et le cas tunisien en particulier, comment cela ça a été articulé. J'aurais aimé réagir à ça parce que vous avez une hypothèse que je ne partage pas totalement, mais que je partage aussi partiellement parce que vous êtes arrêté sur un point très important que nous avons expérimenté, nous, pas en tant que vous faites de la recherche sur ceux qui travaillent. Nous avons vécu ça. Donc vous l'avez évoqué, comment les experts internationaux, ICTJ, etc., viennent former. Comment ils veulent que leur modèle existe et comment ces modèles, parfois, ne collent pas à des réalités. Et donc j'aurais aimé justement, sur ce point, apporter ma réaction, si vous m'autorisez, sauf si votre réunion ne l'autorise pas. Non, mais si vous voulez intervenir, je veux dire, il n'y a pas de problème. Si vous voulez qu'on réagisse par rapport à une question précise, il n'y a pas de problème. Par rapport à ce que vous avez écrit, parce que moi j'ai lu ce que vous avez écrit, ce qui a été publié dans le livre et dans l'annuaire, j'ai lu et j'ai été très intéressée parce que je trouvais que c'était des interpellations très intéressantes. On a tendance à considérer que la justice transitionnelle c'est sacré, c'est un mythe qu'il ne faut pas toucher, et ça vous le mettez en cause, et moi je trouvais d'abord que c'était excellent, parce que nous avons vécu ça. Donc moi si je pose, mais j'étais un peu frustrée parce que quand vous posez les problématiques, vous n'allez pas jusqu'aux conclusions, vous n'allez pas jusqu'à comment ça a été expérimenté par les acteurs locaux qui recevaient ces modèles, qui étaient supposés les implémenter. Donc comment nous les avons reçus, ça c'est des questions qui sont restées en suspens. Et donc j'aimerais moi aussi tracer un petit peu d'abord vous conforter dans ce que vous avancez, parce que c'est des choses que nous avons vécues, et aussi vous interpeller sur certaines questions où votre éclairage a laissé dans l'ombre. Disons sur lesquelles vous n'avez pas jeté assez d'éclairage, ça peut faire l'objet d'autres recherches, c'est pour cela que je souhaite justement vous en parler. La première question, c'est justement les expertises étrangères, ACTJ qui est
le modèle, enfin le cadre qui essaie de poser ces modèles, et bien sûr son bras financier, le PNUD, qui va financer ces modèles. Et peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais lorsqu'il y a le soutien international, qu'il soit de la part d'organismes non gouvernementaux ou intergouvernementaux comme les agences des Nations Unies, c'est des financements à la clé. Et c'est grâce au financement à la clé que les organismes officiels acceptent. C'est souvent cela, comme ça, que ça se passe. Madame Bey a parlé de la consultation nationale qui a précédé, qui est une excellente initiative, mais n'oublions jamais qu'il y a eu à la clé du financement du PNUD. Et ICTJ était là pour encadrer les bonnes questions, etc. Donc, si je pose la question de l'appropriation de ces modèles, comment les acteurs tunisiens, dans le cas de la Tunisie, ont reçu ces modèles, nous avons justement vécu la tentative d'imposition. C'est comme ça et vous ne sortez pas de là. Et si vous sortez, vous aurez plus de financement. Et je ne sais pas si vous le savez, M. Bond, mais la dernière étape du travail de l'IPD, qui était programmée pour être financée par le PNUD, la comité de pilotage, le budget qui a été affecté, et tout était en règle pour faire une conférence pour livrer un peu les travaux de l'IPD avec la société civile, etc., qui s'est passée en décembre 2018. Eh bien, elle devait être financée, mais son budget était arrêté, et parce que nous n'avons pas obéi, le financement a été retiré. Ça, c'est peut-être un détail sur lequel je vous invite à enquêter. Je vous donnerai tous les détails que vous souhaitez. Nous en avons parlé publiquement, ce n'était pas un secret, mais nous n'avons pas détaillé parce que ce n'était pas l'objet du rapport de définir des petits conflits avec, par exemple, le PNUD. Par exemple, le PNUD voulait contrôler notre rapport. Et nous avons refusé, par le biais des experts toujours. On va vous donner des experts gratuits, ils vont vous apprendre à les rédiger. Non, on va rédiger à la tunisienne, avec nos erreurs, avec toutes nos spécificités, et même si on ne peut pas, c'est pas grave. C'est tunisien et puis c'est pas grave. Retrait du financement. ICTJ, c'est venu beaucoup plus tôt. Quoi qu'avec ICTJ, c'est venu en janvier 2017. Formalisé janvier 2017. Donc c'était venu en décembre. Et il s'est passé quoi en janvier? On a envoyé un courrier officiel, formel, qui est publié dans notre site, dans les annexes. Nous faisons référence dans notre rapport au conflit avec les CTJ et nous avons publié la lettre. Elle dit quoi la lettre? Vous avez évoqué, et Bérel pointe cette question, ce que vous avez appelé ces connivences entre les politiques, au sens parti politique, enjeu politique, pas au sens politique général, et ces organismes qui vont formater ceux qui ont la transition. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé que ICTJ voulait absolument nous imposer un dictat sur comment traiter justement la question de la femme. J'aurais aimé livrer à Mme Rebé certains détails qui l'auraient peut-être fait relativiser beaucoup de choses. Bien entendu, on ne peut pas tout faire dans un ouvrage, et je vous invite à aller plus loin sur certains éclairages justement de cette connivence entre le politique. M. Ranouchi est là, c'est pas par hasard. Son plan était là dès le départ, et il va continuer à être là jusqu'à la fin. C'est légitime de son côté. C'est moins légitime du côté des instances qui sont supposées être indépendantes. Donc, il y a toujours des agendas qui s'accrochent, qui essayent de s'accrocher. Et compte tenu de cette lettre, je peux vous donner le lien, M. Locke, si vous le souhaitez, il est très clair. Nous reprochions à la CTJ États-Unis le comportement de la CTJ Tunis, qui était complètement aligné sur un agenda partisan de l'un. Parce qu'il y a une série de faits où ils nous ont gênés par leur comportement.
il y avait beaucoup d'interférences, beaucoup de tentatives de nous imposer des choses, entre autres via la présidente de la commission femmes qui est membre d'un parti. Et donc, comme vous savez que l'IVD est géré par le conseil, et donc c'est pas X et Y, c'est le conseil qui décide. Donc, cette réponse à la CTJ, elle est même du conseil. Je l'ai envoyée moi, bien entendu, parce que je suis la porte-parole des l'IVD, et nous leur disions que nous refusions désormais de traiter avec la CTJ s'ils continuent à adopter un agenda partisan. Et la réponse était quoi? Ben, qu'avez-vous à reprocher aux agendas partisans? Mais attendez, vous avez un devoir de neutralité. Vous avez signé un accord de siège où vous avez l'obligation d'être neutre, et de ne pas être 2015. Ils disent, ah non, 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 nous on trouve que c'est normal. Alors que depuis 2017, l'IVD a rompu formellement avec la CTJ et a refusé tous les experts à CTJ. Ça, c'est une information peut-être utile à retenir. Oui, bien sûr, mais que je me permets juste de vous couper. Je veux dire, par rapport à ça, je pense qu'il faudrait justement qu'il y ait des recherches. Comme vous avez pu noter, moi, ce que j'ai fait, par exemple, dans l'ouvrage, qui est sur la problématique de la réconciliation, je dirais, en Afrique du Nord, c'est, je dirais, j'ai posé les cadres. Vous voyez, c'est un ouvrage collectif où il y a différentes interventions, différents articles sur le sujet autour de la justice transitionnelle. Mais voilà, en posant les cadres, j'ouvre des pistes. Après, c'est aux chercheurs de s'emparer de ces problématiques, de mener des enquêtes de terrain, en allant vous voir et en allant voir d'autres personnes que moi je vous avais rencontrées, mais sur un autre sujet, c'était sur la période justement avant l'IVD, sur justement le dialogue régional, comment ça s'était passé, etc. Donc voilà, moi je ne peux que recevoir vos informations et inviter des chercheurs à travailler sur ces thématiques. Moi, juste pour vous donner quelques indications. Je ne vais pas... D'abord, si les chercheurs s'intéressent, moi et d'autres collègues sont là, et sur la documentation, parce que c'est extrêmement important de s'appuyer sur de la documentation, et pas seulement sur des papiers. Oui, mais parfois il y a le problème de l'accès à la documentation. Vous savez, encore faut-il que nous, on puisse avoir accès à une certaine documentation. Des fois, c'est compliqué. Vous avez parfaitement raison, encore que l'IVD a tout mis sur son site, et bon, comme par hasard, il a été attaqué une X fois, et maintenant il est encore attaqué pour que les gens n'acceptent pas, justement. Mais il y a moyen de pallier à cela. Un autre point qui me paraissait important, vous dites, et ça c'est commun à tous les chercheurs, que la justice transitionnelle a pour objectif la réconciliation. Or, dans l'expérience tunisienne, elle n'a pas pour objectif la réconciliation. Et dans la loi, et dans la mise en œuvre de l'IVD. Donc, dans les deux, dans la mise en œuvre et dans la loi, ce n'est pas la réconciliation. Je ne vais pas m'allonger sur ça, mais si vous relisez la loi, qui encadre de manière très, très, très minutieuse notre action, à aucun moment vous n'allez trouver que l'objectif, le mandat de l'IVD, c'est la réconciliation. On a un mandat qui s'appelle arbitrage et réconciliation. C'est de l'arbitrage, c'est pas de la réconciliation. Et la réconciliation intervient de manière presque anecdotique au moment où le législateur parle de l'obligation pour l'IVD de produire un rapport où il y a des recommandations de réforme institutionnelles qui peuvent faciliter la réconciliation. C'est le seul moment où vous allez retrouver dans la loi le mot réconciliation. Il existe 2 fois seulement dans l'ensemble de la loi. Et c'est toujours dans ce cadre-là. Alors c'est quoi l'objectif en Tunisie? Et autre point, et quand on parle de réconciliation, il ne s'agit en aucun cas de la réconciliation entre bourreaux et victimes. Jamais on parle de réconciliation entre l'État et les citoyens. Parce que notre mandat, c'est les violations commises par l'État ou ceux qui agissent au nom de l'État. Donc, c'est là notre mandat. Bien sûr, on aurait pu chercher autre chose, mais ce n'est pas notre mandat. J'ai oublié de quoi je parlais. La question, justement, de la réconciliation, c'est entre l'État et les citoyens, via quoi? Via des réformes institutionnelles. Parce que cet État-là, au lieu d'être le protecteur et le garant
de l'exécution des lois sur les citoyens, il a été à l'origine de leur déprotection, à l'origine de la violation. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est l'État le grand violeur des droits. Et c'est avec lui que se passe la réconciliation. Comment? Par le changement. Alors, je ne sais pas si j'ai bien ou mal compris, certains passages d'ailleurs de monsieur Vérel, fait comme si il délégitimise la volonté de changer de régime. Mais c'est ça l'objet, oui. Oui. La loi, elle est claire. On doit changer de régime. On doit changer les institutions d'État et en faire un État qui garantisse les libertés et protège les citoyens. Et qu'il doit justement s'appliquer. Alors, l'outil, c'est quoi? C'est la redevabilité judiciaire. Et un des points de conflit avec les agences du PNUD, plus exactement les agences des Nations Unies, le PNUD, hein, je ne veux pas aussi généraliser, vous ne nommez pas. Vous ne nommez pas. Non, non. Nous, on nomme. Parce que la loi nous oblige à nommer. La loi dit, le rôle, et c'est répété 4 fois dans la loi, le rôle de l'IVD, c'est de définir les responsabilités. Pourquoi c'est important de dire? Parce qu'on ne peut pas construire un changement sur l'impunité. C'est impossible. C'est pour ça, c'est pas en lien avec les sanctions, c'est en lien avec la responsabilité pénale. Et pourquoi, justement, vous l'avez évoqué avec l'article de Mme Sabé, l'histoire de chambres spécialisées. Oui, il y a des échecs. Bien sûr, il y a des couacs. Mais ils ne sont pas dus à la mécanique. Ils ne sont pas dus à l'institution. Ils sont dus à la résistance au changement. Ils sont dus à ce que vous avez évoqué comme étant justement les résultats des élections de 2014 et même de 2019. Donc on est dans cette même logique de restauration. Allez, on oublie le passé, on ne parle plus, on ne veut pas de redevabilité, on ne veut plus que les gens soient convoqués devant le juge et qui sont des gens bien, qui n'ont rien fait, qui sont là pour le bien de l'État. Ils ont même utilisé un concept nouveau, et je vous invite les chercheurs à vraiment travailler dessus, le militant de l'État. Nous sommes des bourreaux, les tortionnaires sont qualifiés de militants de l'État. C'est ainsi qu'ils sont qualifiés. Donc, vous savez de quoi on parle? Donc, on parle justement de changer un système. Et c'est ce qu'a fait l'IVD. Et c'est la raison pour laquelle elle a pris plein dans la gueule de tout le monde. De tout le monde. Y compris ceux qui étaient supposés être les alliés. Et un jour, si vous avez l'occasion, je vous parlerai du sabotage des alliés. Et qui a commencé très très tôt. Très très tôt. On va peut-être, juste je me permets, parce que normalement on doit boucler la séance. Donc je vais être obligé de vous couper la parole. Peut-être que juste une réaction de Selima avant qu'elle nous quitte, et puis par rapport à ce qu'a dit Madame Siam Ben-Sedrine, est-ce que tu as entendu? Il y a peut-être une réaction En dans le partie, chat. malheureusement, parce que comme Cassarino l'a mentionné, je disais que comme M. Cassarino l'a mentionné, on entend très mal, mais je pense avoir compris le sens des remarques qui ont été faites par Mme Ben-Sedrine. Je rejoins Eric Hoppe, évidemment, pour dire que je suppose que les chercheurs sont preneurs de plus d'informations, etc. Et que, effectivement, ça fait partie des éléments qu'on aimerait savoir. Après, les chercheurs ont leurs propres objets de recherche, ont leurs propres questionnements, qui ne sont pas dictés souvent par des questions politiques, mais vraiment par des intérêts qui émanent de questions sociologiques, de sciences politiques. Pour ma part, j'ai toujours été dans les études sur le genre, donc ce qui m'intéressait, c'était de traiter les questions sur le genre d'un point de vue de globalisation du genre, des questions sur le développement. Je consacre par ailleurs dans ma thèse un chapitre entier à la ICJJ et un chapitre entier au Programme des Nations Unies pour le développement, avec une enquête ethnographique de 4 ans. Pour ma part, j'estime, en tout cas, du point de vue en tant que sociologue, avoir fait ma part du marché, et je suis par ailleurs heureuse d'avoir pu obtenir le titre de docteur par ce travail de recherche. J'en ai été très honorée. Après, je suis par ailleurs extrêmement intéressée également en tant que sociologue par tout ce que Madame Ben-Sedrine est en train de décrire et qui montre qu'il y a également des pistes de recherche au niveau sans doute des institutions et
qui est in fine très opaque pour les chercheurs. Je dois dire, je ne sais pas si Eric me rejoint là-dessus, mais effectivement, pour moi, c'est un milieu opaque et c'est entre autres pour ça que j'ai choisi de m'intéresser aux trajectoires de victimes et à leur perception plutôt et à leur contact avec le dispositif plutôt que de m'intéresser au dispositif en tant que tel. Mais encore une fois, merci pour vos remarques et j'espère que d'autres chercheurs se saisiront ou journalistes peut-être, parce que je pense qu'il y a un côté peu Merci Selima. Bon, je suis désolé, mais voilà, on a quand même des limites horaires. Et puis, bon, malgré tout, parfois les agendas, on va dire, comme le dit Selima, des chercheurs, les questions qu'ils posent ne sont pas parfois exactement les mêmes questions que posent des acteurs. Je veux dire, on a parfois des approches qui... voilà, on ne pose pas les mêmes questions, donc... parfois, ça crée des hiatus, mais peut-être que vous, justement, Selima l'a dit, peut-être que vous évoquez ça, par certains aspects, ça relève peut-être plus du travail d'un journaliste, vous voyez, qui rapporte des faits, etc., que de la construction d'un objet de sciences politiques ou de sociologie, voilà. Donc, mais bon, ça peut faire aussi notre miel, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, je vous remercie, Selima d'avoir accepté d'intervenir comme ça au dernier moment et au pied levé. Et je remercie les gens qui sont restés jusqu'au bout. Je remercie Madame Sienne Ben-Sedrine d'être venue. Je suis désolé de l'avoir frustrée en n'intervenant pas sur le sujet. Mais ce numéro, voilà, ça aurait dû être plus net. Ce numéro, vous avez pu le voir, le numéro de l'année du Maghreb, je ne sais pas si vous avez pu le voir. Je suis simplement un coordinateur éditorial, contrairement à l'ouvrage que je pense auquel vous avez eu accès, sur donc la réconciliation en Afrique du Nord, où là, je suis, si je puis dire, le responsable scientifique et le rédacteur de l'introduction que vous avez lu et que, voilà, visiblement, ça vous a fait réagir. Et je vous remercie d'avoir été là, d'avoir réagi. Et je vous prie de m'excuser d'être obligé de vous couper dans cette intervention, mais on doit, voilà, boucler la séance. Merci bien, merci à Selima et merci à tout le monde.